Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Je suis aujourd'hui à Dakar, au Sénégal, invité par notre ami Kémy Seba. Bonjour à Kémy, vous. nous étions rencontrés à Londres. À Londres, Le exactement. courant est bien passé. Exactement. Donc Bon, faut préciser qu'on se connaissait déjà avant, quand oui, même. je m'en doutais pas. Voilà. On a collaboré sur Radio Insolente, la Voilà, radio, Afro-Insolent, exactement. Afro Insolent. Et surtout, au fil de nos discussions, on a beaucoup de points communs. Et on va essayer de trouver aujourd'hui des points où nous sommes en désaccord. Ça va être difficile, mais j'espère Bon, on en trouvera. il y en aura toujours. Et en toute amitié, et certainement merci de l'invitation ici à Dakar. Nous sommes dans un endroit toujours magnifique ici sur une terrasse. Vous le voyez pas, allez, je vais tourner la caméra. Pour les narguets un Vous peu. voyez au bord de la mer, euh, un des, euh, innombrables endroits magnifiques de l'Afrique, du Exactement. continent africain. Nous sortons d'une de tes interventions, congrès de philosophie, Ouais, exactement. À l'université. où je pense que tu as ébloui en quelques minutes On a à essayé. la fois l'audience que les autres présentateurs. J'espère qu'il n'y a pas eu de jalousie après, en tout cas. Non, et tu Voilà. étais très respectueux et très humble tout en étant, en passant un message important. On a Pourquoi la essayé. philosophie est importante pour toi? La philosophie est importante parce que c'est ce qui m'a permis, moi, à titre personnel, de me rapprocher de la science. On parle souvent de science et on l'astreint à la résidence des mathématiques, de la physique, de la chimie ou tout ce que tu veux. Mais la science, scientia, latin, connaissance. La connaissance, elle est globale, elle est multiple. Et se rapprocher de la sagesse pour quelqu'un qui est un ancien, enfin un ancien, pas tant que ça, c'est pas si loin d'ailleurs, un ancien bagarreur ou une personne anciennement extrêmement vive et parfois virulente, c'est quelque chose qui pour moi a soigné mon âme, mon cœur et je pense a permis de densifier aussi mon travail que tu as pu voir en peu de temps, tu as pu voir un petit peu les effets quand même. Beaucoup de gens t'abordent dans la rue. Voilà, bon, je suis pas. Énormément de personnes viennent te féliciter de ce que tu dis et de ton travail. Bah, c'est quelque chose qui pour moi est un baromètre plus important que les likes sur Facebook, même si sur Facebook, il y en a quand même pas mal. Hein. Tu as 100 000. On a 100 000, non, 98 000, mais bientôt Ah, 100 000 donc. 9 fois plus que moi. Tu vois, mais ça va pas grave parce que tu vends 6 fois plus de livres que moi. Ah, je vois. Donc tu vois, les choses sont... Tu vois, ça s'inverse. Bon, c'est pas le même pouvoir d'achat chez nous que chez vous aussi. Mais voilà, donc c'est vrai que les gens qui nous saluent dans la rue, pour moi, c'est symbolique de beaucoup de choses. Ça montre qu'on les touche dans leur cœur, sur le continent africain. Ça montre qu'ils comprennent qu'on se bat pour eux, qu'on travaille pour eux. Et pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Après aussi, dans la diaspora en Occident, quand j'y vais, c'est dans un autre ordre d'idées, mais le rapport est semblable. Les gens ouvrent les yeux beaucoup aujourd'hui. Après, voilà, je veux dire, on ne fait pas ce travail pour être big up dans la rue, Kémy, on t'aime, ou on apprécie ce que tu fais. Non, ce qu'on veut, c'est que les choses évoluent, avancent. Je fuis aussi, contrairement à ce que les gens peuvent penser, en Europe, parce qu'en Afrique, les gens comprennent beaucoup plus facilement, mais je ne suis pas du tout dans ces histoires de culte de la personnalité ou de figures messianiques, parce qu'il n'y a aucun combat qui se fera avec des figures messianiques qui émergent et qui disent c'est comme ceci, comme cela qu'il faut faire. Avant de sauver les autres, il faut se sauver soi-même. Et c'est un combat d'abord contre moi-même. Quand on dit les forces suprêmes, que vous soyez religieux ou pas, voilà, les gens, quand on parle de djihad, les gens pensent que le djihad c'est contre autrui. D'abord, c'est l'auto-amélioration. On vit tous dans les ténèbres terrestres aujourd'hui. On essaye de s'améliorer en ayant toujours sa part d'ombre et de lumière. Et voilà. On sent le lecteur de Nietzsche. Ouais, de Nietzsche, pas seulement. Bon, alors, je sors du conférence de philosophie où j'ai dit aux gens de se préoccuper plus des sages africains que forcément systématiquement des autres. Mais ouais, je suis quelqu'un qui apprécie énormément Nietzsche. Je le lisais encore en prison là, récemment. Bon, je le lis depuis 15 ans, 16 ans. Hein. Mais je le lisais encore en prison lors de ma dernière peine. J'écoutais du rap et en même temps j'avais mes livres de Nietzsche, je lisais. Et quand les gardiens de la prison ouvraient la porte, ils disaient mais c'est quoi son délire Ah, mais avis aux rappeurs, lisez Ouais, Nietzsche ouais, ouais, et voilà. transformez-le en rap pour Voilà, que les jeunes le lisent. ça peut être intéressant. C'est un des grands philosophes. Ouais, Mais tu ok. disais quelque chose qui me plaisait beaucoup, c'était de dire que dans les traditions africaines, Mhm. il y avait de la philosophie, bien entendu, et qu'il fallait aussi et surtout commencer par l'étudier, puisque nous sommes en Afrique. Et pour vous, Africains, étudier la philosophie africaine,
c'est une priorité au lieu de, entre guillemets, singer simplement les lecteurs de la philosophie occidentale. Respiratoire, mais ce n'est pas une émergence. Si on débranche le fil de cette, justement, de cette philosophie occidentale, si on déblaye le terrain de Platon, de Socrate, même si la philosophie est universelle, on ne peut pas l'incarcérer dans le giron simplement de l'africanité. Il y a des interpénétrations, il y a des interconnexions qui permettent justement que, de par ces échanges, la philosophie puisse se vitaliser. Mais il est nécessaire d'abord de prendre le centre de gravité de la philosophie chez nous pour pouvoir par la suite avoir émergé. Lorsque vous allez en Chine, les Chinois philosophes ne passent pas leur temps à vous parler de Socrate, ne passent pas leur temps à vous parler de Heidegger, ne passent pas leur temps à vous parler des géants philosophes en Occident. Cela ne veut pas dire que les Heidegger et compagnie ne sont pas brillants. C'est pas ce que j'ai dit. Tous ceux qui lisent un petit peu mes livres savent que je suis un grand sympathisant, un grand fan de Nietzsche, pour bon nombre de points. Mais je dis et je précise qu'il faut qu'il y ait un ordre de priorité lorsque l'on veut définir justement les concepts. Qu'est-ce que la philosophie peut faire pour le cadre de l'émergence au Sénégal? Et je vais aller plus loin, pour le cadre de l'émergence de l'Afrique. Je dirais, et je poserai la question de fond qui est d'abord de quel type de philosophie parlons-nous? Hegel, justement, même si Hegel n'a pas dit que décidément si Hegel était un géant, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'on sait ce que Hegel disait de l'Afrique dans sa globalité, et je vous encourage à vous renseigner pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis désolé de vous dire que Hegel ne sera pas celui que je vais citer en premier lorsque je veux parler de ce qui peut être une émergence pour nous. Est-ce vrai ou est-ce faux? C'est les choses sur lesquelles on doit penser. Dire cela ne signifie pas, et je précise bien que dans mon allocution, en aucun cas elle est en contradiction avec ce que mes amis ont dit. Puisque si vous connaissez leur discours, vous savez que ce sont les premiers défenseurs, justement, de cette philosophie africaine en tant que telle. Mais je pense que dans le cadre de cette journée, il est nécessaire que l'on centre le débat, que l'on centre la réflexion sur qui sont nos philosophes. Au commencement, et je vous encourage tous, si vous avez l'occasion, je fais de la pub pour mes livres, mais aussi pour mon formateur en philosophie, le professeur Grégoire Bioko, il y a un livre extraordinaire qui a bouleversé, j'ai envie de dire, l'intelligentsia en Occident un temps, lors de sa sortie, Origine égyptienne de la philosophie. Et il a voulu changer de titre en réalité en disant Origine africaine de la philosophie, aux éditions Ménépuc, le professeur Grégoire Bioko. Il expliquait que ceux qui nous ont dit pendant des années que c'était autour du berceau de Lyonie, la Grèce antique, que la philosophie s'était développée, ces gens-là étaient des falsificateurs. Car ils ont coupé la date de naissance. La branche de l'évolution de cette philosophie, qui a connu des ramifications, la philosophie est universelle, elle s'est nourrie des différentes sciences, elle s'est nourrie des différentes connaissances, elle s'est nourrie des différentes sphères, mais on a coupé la partie qui était la partie mère, en l'occurrence la naissance dans le cadre de nos temples qu'il y a dans l'Afrique, dans le cadre de nos bois sacrés qu'il y a dans l'Afrique, dans le cadre des sphères où ce qu'on appelle les praticiens aujourd'hui, ce qu'on appelait les prêtres auparavant, ou les gardiens de la science, les gardiens de la connaissance, les gardiens de l'ésotérisme, ces gens-là étaient nos premiers philosophes. On vit dans un monde aujourd'hui où la modernité montre ses limites. On vit dans un monde aujourd'hui où la modernité nous montre qu'à l'heure actuelle, nous sommes dans la pire crise que le XXIe siècle, et que le XXe siècle, et peut-être même que les siècles avant, ont connu. Ils sont partis jusqu'au plafond de leur propre verre qu'ils ont créé. Et nous, on veut s'investir dans un giron de réflexion qui en réalité montre ses limites. Je vous encourage à lire un livre ou à lire un auteur, René Guénon, connu sous le nom de Abdelwahid Yahya, c'est un blanc aussi, mais qui avait compris, contrairement à bon nombre d'occidentaux, que le sauvetage de l'humanité viendrait des sociétés traditionnelles que nous sommes. Pendant que nous pensons que l'avenir, ou que la connaissance, ou que la compréhension du monde va dans le paradigme de ces gens-là, les savants de chez eux disent que c'est dans notre propre paradigme que l'on trouvera les clés de notre solution. Eux-mêmes viennent chercher, viennent écouter les gardiens du savoir, les anciens, les initiés chez nous. On pense que les initiés, on pense que les tradipraticiens, ce sont des gens complètement isolés, des gens complètement coupés des réalités. Mais ces derniers sont les premiers philosophes, sont les premiers gardiens du savoir, sont les premiers gardiens de la connaissance de soi. Connaissance, science, qu'est-ce que c'est? Science, c'est la connaissance. Sans cette connaissance de nous-mêmes, comment voulez-vous qu'on puisse connaître le monde dans lequel nous vivons? Nous avons besoin de recentrer notre paradigme avant de songer d'abord à regarder la philosophie dans sa globalité. Nous sommes les parents de l'humanité, regardons notre propre sein pour trouver les clés de notre émergence. C'était le seul discours que je voulais vous dire, mes chers frères et sœurs. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté. Je dois malheureusement partir, mais je vous demanderai juste une dernière chose pour cette mini-allocution qui fut la mienne. Je vous demande chaque matin quand vous vous levez, chaque matin ou chaque soir quand vous vous couchez, de penser à ce que vous pouvez faire
pour le développement de votre continent, chacun d'entre vous individuellement. Il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de femme providentielle. Le Messie de notre peuple, c'est le peuple dans sa globalité. Nous devons penser collectivement, nous devons penser individuellement ce que nous pouvons faire pour la collectivité. Nous devons sortir de l'individualisme forcené dans lequel nous avons été plongés par ce monde. Il y a, lorsque l'on parle de l'ego poussé à son paroxysme, qu'est-ce que ça donne? L'ego poussé à son paroxysme donne l'égoïsme. Et c'est justement l'addition des égoïsmes qui font que les sociétés africaines dans lesquelles nous vivons aujourd'hui sont en train de s'effondrer. La véritable philosophie, c'est développer de propres concepts qui nous permettront d'émerger, d'avancer en chacun d'entre vous. Il y a un philosophe qui peut être bien plus supérieur qu'un Kant, qu'un Heidegger, ou tout ce que vous voulez, à une seule et unique condition. Que vous soyez en harmonie avec vous-même, que vous ne soyez pas complexés par rapport à une sphère de connaissances qui n'est pas la vôtre à la base. Ils ont leur réalité, nous avons nos réalités. Les peuples qui s'en sortent aujourd'hui sont ceux qui s'appuient sur leur propre paradigme et non pas sur le paradigme de beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci. Et non pas les philosophes. Voilà, c'est quelque chose de très important ce que tu dis, il faut le contextualiser. C'est que bon nombre de membres de l'intelligentsia en Afrique aujourd'hui, qu'on a l'occasion de rencontrer sur les plateaux télé, dans les médias de manière générale ici, pensent que être un intellectuel, alors déjà qu'est-ce qu'être un intellectuel? C'est un débat de fond qui mérite d'être posé. Comme BHL par exemple. Voilà, exactement. C'est répéter déjà ce que le prétendu intellectuel d'Occident dit. Répéter ce que le prétendu philosophe en Occident dit. Mais déjà, un philosophe, c'est pas... Moi, je différencie philosophe et professeur de philosophie. Philosophe, c'est celui qui produit une pensée et qui elle-même sera la base d'une sagesse, et cette sagesse permettra d'inspirer un certain nombre de gens. Pour moi, c'est ça une philosophie. Je connais bon nombre de personnes dans l'histoire de l'humanité qui ne se sont jamais dit philosophes, mais qui étaient des philosophes, bien plus que des professeurs de philosophie, bien plus que, comment il s'appelle, il y a... voilà, il y a un abruti avec lequel je me suis, je ne veux pas dire accroché, parce que j'ai dit, j'essaie d'être dans la sérénité, donc on ne va pas changer de ton, mais un imbécile du nom de Vincent Cepeda. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce mec-là, qui osait la jeunesse, c'est le genre de philosophe bobo, très paternaliste vis-à-vis des minorités en Occident, qui pense connaître l'histoire de l'Afrique sans vivre en son sein. Et voilà, je me méfie de ces gens-là, de ces autoproclamés amis de la sagesse. Et il est important, quand je fréquente les aînés, c'est une grande source d'inspiration pour moi, d'écouter ce qu'ils ont à dire, parce que la vraie philosophie, c'est la sagesse. Et la sagesse, on la trouve dans nos sociétés aussi initiatiques, dans certaines confréries. Et voilà, on n'est rien, on est des atomes. Hein. On est des atomes dans l'univers. Des atomes qui sont vides en plus. Voilà, exactement. Et eux, c'est des atomes vides. Nous-mêmes, on n'est pas très remplis et on tend à se remplir progressivement. Donc, j'ai beaucoup de distance critique par rapport au statut de philosophe aujourd'hui. Mais je suis un amoureux de la philosophie au sens originel du terme. Ce qui ne veut pas dire que je repousse les Nietzsche ou je repousse les Heidegger, etc. en Europe. Mais je pense que ce qui t'écoute les Chinois, eux, ils ont leur sage. Ils n'appellent pas ça philosophie, ils n'ont pas besoin d'appeler philosophie. Ils ont leur sagesse, c'est de la philosophie. Tu vas au Moyen-Orient, tu vas aller au Liban, ou tu vas aller dans le monde arabe, ou tu vas aller en Iran, ils ont leur philosophie. Ils ne vont pas te parler de Socrate toutes les 5 secondes. Nous, on a nos sages. Qui a appris beaucoup en Égypte. Exactement. Mais nous, on a nos sages en dehors de l'Égypte, parce que je ne veux pas non plus être dans une démarche de monomaniaque de centrer toute l'histoire de l'Afrique, parce que je pense que c'est aussi une erreur, et ça c'est peut-être une différence que j'ai avec le courant afrocentrique aujourd'hui, même si j'y ai appartenu il y a 10 ans de cela, c'est que la réalité africaine ne se résume pas à une période de l'histoire, à une période de l'Égypte, puisque l'Égypte n'a pas toujours été déjà noire, il faut le préciser. Il y a eu avant l'Égypte. Il y a eu, pour moi, avant l'Égypte, c'est ce que je dis, je le pense profondément. Après, chacun a sa perception et son regard de l'histoire. Moi, j'ai le mien et personne ne me fera changer dessus, sauf si je vois des éléments qui me permettent de rentrer dans un autre paradigme. Mais tout ça pour dire qu'il y a des sagesses qu'il est nécessaire d'apprendre, de comprendre, et éviter toujours de se tourner vers autrui, pensant que autrui est meilleur. On s'élève en partageant nos regards, mais on se rabaisse à partir du moment où on pense que le regard de l'autre est toujours meilleur. Voilà, moi c'est ma perception. Alors quand j'entends des gens qui, certains bobos prétendus résistants en Occident, qui vont me dire lui, il dit que c'est un défenseur de l'Afrique, mais c'est un racialiste ou un ethnocentrique, ils n'ont rien compris. C'est juste qu'on essaie d'être dans un renversement de valeurs. On vit dans un monde aujourd'hui, un paradigme africain, où dans l'intelligentsia, les gens pensent que la sagesse vient toujours d'ailleurs. Et je voudrais leur faire comprendre que cet ailleurs, d'abord, c'est chez eux.
Voilà, c'est ça cette Ça, connaissance. je vais te dire un truc peut-être qui te fera pas plaisir, Dis-moi. mais je trouve que dans ton message, tu es à la fois très radical, mais en fait très modéré. Ça me fait très plaisir. Parce que c'est la, Non, parce que mais c'est la vérité. parce que souvent les médias occidentaux, Ouais. quand ils parlent de toi, Voilà. parce qu'ils essaient aussi de Voilà, faire cette, ouais. voilà, Ouais. exactement, souvent on te dit effectivement racialiste noir. Enfin, des trucs ahurissants parce que quand on te connaît, enfin moi je t'ai pas connu à l'époque de Tribuca évidemment. Enfin on a tous, on change, on évolue, on s'affine. Même à l'époque de Tribuca, parce que ça aussi, malheureusement, c'était une époque où Internet existait beaucoup moins. Donc on avait forcément que les clichés de la presse qui viennent prendre en photo quand j'ai le discours comme ça, avec les cheveux décoiffés. Et c'est YouTube, les réseaux sociaux n'existaient pas. Tous ceux qui m'ont connu à l'époque de Tribuca savent que malgré mes discussions, mes déclarations provocatrices à bon nombre d'endroits, je veux dire que à cette époque-là, il m'arrivait déjà de discuter avec des non-noirs, d'échanger avec eux. J'avais parmi mes amis des gens qui étaient de toutes les ethnies, mais j'avais choisi une stratégie particulière. Après, il est certain que de toute façon, de manière factuelle, j'ai évolué entre la période de la Tribuca et aujourd'hui, et je m'inquiète de ceux qui n'évoluent pas. Je m'inquiète. J'ai commencé à 19 ans, j'en ai 33. J'ai 3 enfants, même 4 en réalité, parce que j'ai un beau-fils qui est grand maintenant. Aujourd'hui, j'ai une responsabilité, j'ai toujours agi en étant le plus jeune des organisations dans lesquelles j'étais au départ. Aujourd'hui, on me voit comme un grand frère. Je ne suis pas âgé du tout, mais on me voit comme un grand frère quand je vais dans les universités, comme tu le vois ici, etc. J'ai plus du tout la même réalité, donc j'ai un autre regard, j'ai une autre attitude. Voilà. Mais je ne suis pas celui qui creuse, c'est que ce que je dis, c'est du bon sens, et que pour moi, la véritable définition de l'humanisme, c'est d'abord aider les êtres humains que Dieu a mis autour de toi. Bien sûr. Et pour montrer que tu peux faire ça pour les autres. Mais celui qui a sa maison qui est en bordel et qui vient de dire je vais te sauver, ben, on va se dire mon gars, si ton sauvetage c'est ce qu'il y a dans ta maison, on veut pas de ton humanisme. J'allais dire, d'autant dans un monde où le bon sens a disparu, et notamment en Occident, qui est malheureusement, moi sincèrement je le dis, malheureusement a été trop longtemps et très longtemps le tuteur, pour quelle que soit la motivation, si elle était bénéfique ou maléfique, l'effet à mon avis était désastreux, tuteur du continent africain, qui est en train de s'effondrer. Cet Occident est en train de se viander. Tu connais mes thèses. Alors je voulais te poser une question par rapport à cela. Alors je sais que nous avons participé à des émissions radio et de télévision où les journalistes ont fait leur travail assez correctement et ils ont essayé pas de me taquiner, mais ont essayé de m'apporter la contradiction en mettant en doute la possibilité de l'effondrement. Faisons le pas. Admettons que cet effondrement des États-Unis arrive. Comment toi tu vois l'impact de cet effondrement sur le continent africain, en particulier le Sénégal? Comment tu verrais, et sur la diaspora afrodescendante, comment tu vois cet effondrement les toucher et avoir comme impact? Moi je te réponds de manière concrète déjà, si tu permets, puisqu'on parle d'effondrement, je vais parler de la faillite du monde moderne aujourd'hui, et je vais faire une allusion à quelqu'un pour lequel j'ai une profonde affection, même si je peux ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, ce qu'il a fait ou dit, etc. Mais qui est un ami, Salim Naïbi. Il vient de perdre son enfant, son fils, et vraiment je prie que Dieu l'agrée, le protège là où il est, clairement, parce que quand on parle de faillite du monde moderne, celui qui pour moi, même si dans la entre guillemets dissidence avec laquelle je ne peux avoir grand chose à voir, je l'ai dit, ma réalité elle est tout autre, tu le vois, sur le terrain en Afrique, dans la diaspora. Lorsqu'il parle d'effondrement, il l'a dit bien longtemps avant que d'autres essayent de le mettre à la mode, et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, lorsque tu regardes la réalité en Occident, l'effondrement il est déjà en train de se dérouler. La crise, on le ressent pour tout le monde et pas simplement pour les blancs, entre guillemets. Les noirs qui sont là-bas vivent ces difficultés. Moi j'ai une partie de ma famille qui est là-bas, j'ai des frères qui sont là-bas, des frères, j'ai bien dit, j'ai des sympathisants qui sont là-bas, et je vois comment la situation est en train de s'aggraver à un degré qu'on ne peut pas expliquer. Des gens qui étaient à l'aise auparavant, je vois des jeunes de mon âge qui travaillent, qui ont 2 boulots, qui doivent maintenant retourner vivre dans la maison de leurs parents parce qu'ils n'ont plus la possibilité de payer leur loyer. Ça, c'est des réalités concrètes et substantielles dans lesquelles on vit. Et donc, dire, parce qu'il y a des choses qui sont dites à la télé, peut-être par d'autres, moi-même, je peux avoir une distance critique, et mon but, c'est pas non plus d'être dans le fait de
louanger toutes tes réflexions, toutes tes thèses quand on est à la télé, c'est pas le but. Mais il est évident que l'effondrement économique, dans un premier temps, déjà touchera d'une façon ou d'une autre tout le monde. Maintenant, Et il a déjà commencé. voilà, il a déjà Beaucoup de gens, commencé. il a déjà On est commencé. d'accord. Les Grecs, les habitants autour des villes. Voilà, mais la seule nuance que j'ai, c'est que l'effondrement économique touchera. Il ne faut pas oublier que l'Afrique, on ne parle même pas d'effondrement économique, elle était déjà sous assistance respiratoire depuis très longtemps. Donc cette crise économique, et c'est ce que je dis quand on parle de cette tiers-mondisation, ce nouvel ordre mondial, il est nouveau pour vous. Il est ancien, pas depuis le commencement de l'histoire de l'humanité, mais il est ancien pour nous. Et parfois, il y a aussi, et je ne parle pas de ton cas, mais c'est quelque chose qui doit être précisé quand même, quand on dit la guerre mondiale, quand on dit le nouvel ordre mondial, il y a des concepts qui sont propres à l'Occident, et l'Occident pense qu'il est à lui seul le monde. Les choses sont plus complexes que ça. Notre réalité africaine fait que nous, notre objectif, par exemple, ne serait-ce que dans la sphère francophone, c'est de nous éloigner du franc CFA tôt ou tard. Quand l'euro va s'effondrer, vous allez gérer ça comment aussi? Mais ça va être un sacré bordel. Mais on en arrive. C'est que des gens comme Kadhafi ont compris depuis très longtemps. Ouais. C'est pour ça qu'on a essayé de le buter. C'est pas qu'on a essayé, qu'on l'a buté. Ils l'ont fait. On l'a buté, mais ils ont essayé plusieurs fois. Voilà, ils ont essayé plusieurs fois et il a été buté parce que, selon moi, c'est facile de parler a posteriori, mais je pense qu'il a fait des erreurs stratégiques à la fin très puissantes. Il a franchi la ligne rouge sur le dinar or. Oui, c'est pas le dinar. Pour moi, le dinar or est un acte héroïque qu'il a mis mais il en a arrêté place. son programme nucléaire. Il a arrêté son erreur. C'était la plus grosse erreur. Ouais. Donc, voilà. C'était pour moi la plus grosse erreur. Je ne parle pas non plus de son soutien à la campagne de Sarkozy et autres, etc. Ils sont des erreurs périphériques, mais qui font partie des erreurs et des éléments qu'on peut condamner. Donc, moi, ce que les gens, il ne faut pas leur donner de l'argent. Voilà, jamais. Jamais. Il ne faut pas te les rendre. Ils ne te les rendront pas, c'est comme ça depuis le début de l'histoire. Avec eux, c'est leur histoire. Mais, pour répondre à ta question, tout dépend aussi du mode économique dans lequel on veut être aujourd'hui. Il y a de plus en plus, il ne faut pas, comment dirais-je, minorer ce fait. Il y a un élément en Afrique, c'est qu'il y a dans cette industrialisation, dans cette définition du pseudo-développement, ils pensent que c'est l'industrialisation et le recentrage sur les villes qui crée les bases d'une émergence. Ceux qui pensent ça, c'est une erreur. C'est une erreur, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'ils vont vers un système qui est en train de tomber. Oui. Et c'est le retour à la terre, et je pense qu'on se rejoint, avec d'autres dessus, le retour à la terre, le fait de développer d'autres systèmes économiques. C'est des choses qui peuvent paraître complètement ahurissantes quand je parle avec certains frères des salons bobo parisiens qui sont dans le bling-bling absolu, qui pensent que c'est la seule solution. Le troc. Je dis ça, aujourd'hui, les gens disent « qu'est-ce qu'ils me racontent ?» Mais le troc est un moyen aussi. Et il existe déjà. Et il existe déjà pour nous, dans les sociétés traditionnelles. Et même de plus en plus en Europe. On est en train de le redécouvrir. Voilà, tu vois. Mais ça, ce sont des éléments sur les s'ils sont développés de manière concrète et réelle. Parce que le tout, c'est pas qu'ils existent déjà, mais c'est qu'on puisse le globaliser et voir ce que ça peut faire à grande échelle. Mais ce sont des éléments qui peuvent permettre à différentes populations de s'en sortir. Moi, je vois l'exemple de la Bolivie, par exemple. La réalité de la Bolivie, tu vois le pays d'Evo Morales, on peut dire beaucoup de choses, parce que je ne suis pas non plus dans l'idolâtrie, je ne suis pas un bolivolâtre. À part le Seigneur des mondes, j'adore personne. Voilà. Adorer, il y a un terme, il y a un sens précis à cette notion-là. Mais j'observe, je suis critique, j'observe ce qui marche, et je sais que la Bolivie, comme bon nombre de pays en Amérique latine, comme d'autres, sont dans cette démarche aussi d'essayer d'aller, sur certains aspects, vers le retour au traditionnel et la protection aussi. Parce qu'il y a une dimension de patriotisme économique, de patriotisme culturel, tant que tu ne mets pas la patrie en avant. Après, la définition de la patrie, c'est des choses sur lesquelles on peut définir, parce qu'il y en a qui veulent changer. Par exemple, moi, les frontières de la conférence de Berlin de 84 à 85 faites par les francs-maçons, elles ne m'intéressent pas. À titre personnel. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je dis que tous les Africains sont pareils du nord au sud, du l'est à l'ouest. C'est évident. Voilà. Il suffit juste d'être ici pour savoir qu'on peut avoir des différences. Et la question n'est pas là, mais comme en France, le breton et le normand ne sont pas pareils. Ça n'empêche pas qu'ils sont aujourd'hui à l'intérieur de la France. Donc ce qui est valable pour certains peut être valable pour d'autres. Voilà. Et donc je pense qu'il existe différents processus, différents mécanismes qui peuvent permettre aujourd'hui non pas d'éviter complètement la crise nous touche tous déjà d'une façon ou d'une autre parce que toutes les économies sont interdépendantes, voilà. Mais il y a des possibilités d'avoir une distance et d'avoir du recul par rapport à des sociétés qui vont s'effondrer et celles qui vont plus s'effondrer sans dire ah on est content, mais
l'Occident Ah, bien sera le sûr. premier parce que c'est voilà, C'est le une- plus fragile. voilà, c'est le plus fragile. Et une société surdéveloppée et par définition, voilà, le jour où elle tombe, plus tu montes, plus dur sera la chute. Oui. Celui qui est en bas, il ne peut que monter. Oui. Voilà, Ouais. c'est- Ou alors ça change pas donc grand-chose. ça change pas grand-chose. Voilà. Mais on le dit souvent, moi je le dis souvent, c'est que les villes africaines sont aussi devenues gigantesques, C'est donc vrai. aussi dangereuses et fragiles. C'est vrai. Alors, C'est pour ça que je te dis que le danger, c'est le recentrage vers les villes aujourd'hui. C'est ça. Et Voilà. alors, sur ce point, toi qui depuis 4 ans maintenant au Sénégal, si tu me passes cette expression cocasse selon le contexte, tu es connu comme le loup blanc par notamment de plus en plus d'hommes politiques sénégalais, d'hommes et femmes politiques du Sénégal, d'industriels aussi, du gens du monde de l'économie sénégalaise. Quels seraient tes conseils dans ce contexte à ce monde-là, au monde politique, qui est encore celui qui prend des décisions ou qui est l'intermédiaire On peut en discuter. on peut en discuter. Voilà. Qu'est-ce qui peut être concrètement fait au Sénégal pour mitiger les effets de cet effondrement qui arrive? Moi, je pense, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure à l'université sur le colloque de philosophie, il est important et il est urgent que l'intelligentsia africaine commence urgemment à regarder l'Afrique telle qu'elle est et non pas avec le regard que les Occidentaux ont de nous. Quand je dis les Occidentaux, je ne parle pas du prolétaire occidental, je le précise Bien aussi. sûr, Je parle de l'élite occidentale, qui n'a rien à voir avec celui qui est mon semblable et qui est en difficulté en Occident, etc. De plus en plus d'Occidentaux ne se considèrent plus occidentaux, D'ailleurs, vu ce qui nous arrive. J'aime bien, il y a un artiste qui s'appelle Ali, qui disait, un rappeur comme quoi, qui disait qu'on a tous une part d'Occident et d'Orient en nous. L'Occident et l'Orient, c'est pas que des régions. C'est ce qui est décadent d'un côté, c'est ce qui peut être visible d'un côté, c'est ce qui est caché, ce qui est beaucoup plus précieux de l'autre. Tu vois, c'est très complexe. Donc voilà, les Occidentaux, ça veut rien dire, ça veut tout dire en même temps. Alors, l'Occident est aussi ici quand on voit. On est dedans. Voilà, on est en plein dedans, vous voyez l'hôtel. Tout à fait. Tu vois, tout à fait. Et que, C'est voilà. pertinent ça. Donc, que l'intelligentsia africaine se tourne vers nos réalités sociales, nos réalités culturelles, se retourne vers la terre, se retourne vers ce qui est du domaine de notre patrimoine, qu'il soit culturel, qu'il soit social de manière générale, qu'il se tourne vers nos richesses réellement et qu'il réapprenne la définition de ce qu'on appelle le patriotisme. J'en reviens à cela. Ça peut paraître des concepts creux, fourre-tout, mais quand j'en parle ici, les gens comprennent rapidement ce que je dis. Il est important que l'intelligentsia arrête de regarder le curseur de l'Occident pour comprendre ce que l'Afrique vit. Parce que c'est pour ça qu'ils sont en décalage aujourd'hui avec la base et que la base ne l'écoute plus. Je ne citerai pas le nom des gens que tu as vus tout à l'heure qui sont des grands philosophes ici en Afrique sur place, pas simplement au Sénégal, c'est de là que l'on voit. Mais regarde comment la jeunesse a réagi par rapport à ces derniers. C'est symptomatique de beaucoup de choses. Alors ceux qui verront la vidéo ne le sauront pas. Je peux vous assurer que c'était pour beaucoup, ils étaient en train de dormir. Mais avec des discours plus simples. Où on parle de leur réalité. Où on parle de ce qu'on vit. Tout à fait. Des choses changent. Une des réalités qui est la même il y a 20 ans et que maintenant en Afrique, et qui était probablement la même avant, c'est que, et je dis pas ça avec ni condescendance ni critique, mais c'est une approche réelle, c'est que, étant italien d'origine, je connais ça, il y a quand même encore vachement de bordel en Afrique. Et toi, tu es un des rares qui a cette approche d'être... tu incites les Africains à avoir la fierté, une virilité, etc. Mais qui aime bien, châtie bien. Tu dis aussi des choses vraies par rapport à ça. Tu sais, j'agis avec les miens comme j'agis avec ma famille. Et la famille, de toute façon, elle est au sens large comme elle est au sens proche. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui dis ce qui va bien, tu lui dis ce qui va pas. Et la meilleure façon de dire ce qui va pas ou ce qui va bien à quelqu'un, c'est de dire d'abord ce qui ne va pas chez toi, ce qui va bien. Moi, je suis très autocritique avec moi-même, avant d'être critique avec les autres. Et oui, il y a énormément de choses qui ne vont pas sur le continent. Alors ça peut paraître cocasse, certains de mes sympathisants peuvent ne pas aimer quand je dis ça en compagnie d'un blanc, parce qu'on a cette sensibilité-là aussi. Mais bon, je dis aussi ce qui ne va pas en Occident. Mais j'ai cette pudeur, et c'est ce qui m'éloigne de certains que je ne citerai même pas, parce que j'ai pas envie de mettre leur nom dans ma bouche. Mais moi, je suis un Africain qui veut parler de la réalité africaine. Un afro-descendant qui veut parler de la réalité africaine. Et qui est pris comme, et c'est ça qui est paradoxal, dis-leur comment les gens m'appellent quand ils vont dans la rue, ils m'appellent l'Africain ou le défenseur des Africains. Pourtant, je suis un enfant venu de la diaspora. Oui, c'est vrai. Donc, on est compris beaucoup plus qu'on ne le croit par les gens, mais on est compris aussi parce qu'on n'hésite pas
à leur dire la vérité sur ce qui ne va pas. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit ce qui va bien, ce qui ne va pas. Moi, j'ai toujours été comme ça. Que ce soit avec mon père, que ce soit avec ma mère, que ce soit avec le reste de ma famille, que ce soit avec l'être aimé de manière générale, je le dis clairement, quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Ce qui est assez rare, parce que en Afrique en général, mais sans faire de généralité, disons au sud de la Méditerranée, et même dans certains pays du nord de la Méditerranée, le, la force du respect vers l'aîné, vers la famille, vers certaines institutions, fait que l'on n'ose pas, ou que l'on se refuse, on s'auto-censure de dire les choses qui ne vont pas, et ça fait persister certains problèmes graves. Dans mon pays d'origine, Italie, on a des problématiques très lourdes aussi. Et ici, évidemment, quand on parle de bordel, j'allais nuancer ce que je voulais dire. C'est que ça peut être aussi ce qui vous sauve. C'est-à-dire que la démerde, le système D, c'est aussi une capacité de. Le système D, c'est ce qui crée le génie entrepreneurial dans la rue aujourd'hui, où des gens à 6h du matin se lèvent et te vendent des cacahuètes sur le bord de la rue. Et quand tu leur demandes leur métier, vendeur de cacahuètes, chef d'entreprise de cacahuètes, de vente de cacahuètes, et ce qu'ils font, c'est en effet de l'entrepreneuriat. Il y a une débrouillardise, on est un peuple de survivants. Moi, c'est ce que je dis vraiment. Ah ouais. Pas survivants de l'Holocauste. On n'a pas le. Oh, quoique. Ouais, ça a été pire ici. Ouais, là, c'est de très loin. Ça, y a même facteur 10. Voilà, facteur 10. Il n'y a même pas. Il y a même pas il y a eu au moins 30 millions de. Ouais, on ne discute pas les chiffres. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une capacité depuis. Après, j'ai toujours qu'une civilisation est détruite par l'extérieur. C'est pas moi qui le dis, d'autres l'ont dit avant moi. Si elle est rongée déjà de l'intérieur, on a été rongé de l'intérieur pour bon nombre de raisons. Mais le fait d'être rongé, le fait d'être miné de l'intérieur a permis à bon nombre d'entre nous aussi de trouver des moyens de s'en sortir, de résister. C'est pas simple. Je te le dis, c'est pas simple. Quelqu'un qui vient de la diaspora, même si je le dis, et ceux qui connaissent mon vécu le savent, j'ai vécu, bien qu'issu je suis fils de médecin et de cadre infirmière, j'ai vécu pendant des années en banlieue quand je me suis éloigné du domicile familial. Et le bitume, quand je parle de la rue, je ne l'ai pas connu. Un jour, je vais au square, mais je rentre le soir. Il y a des moments où je dormais, il y a une période où j'ai choisi de dormir dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ça aussi, je le dis clairement, quand j'étais beaucoup plus jeune. Donc Comme Hitler. Ouais, mais c'est vrai, sincèrement. Et je veux pas, après, voilà, je discute pas sur Hitler, mais voilà, il faut placer le point Godwin à un moment, sinon donc, voilà. Et donc, mais ça permet de connaître le monde sous différents angles. Et après aussi. Aux Allemands qui nous regardent. Voilà. Ouais. Et, mais dans les différences, dans les différentes problématiques que j'ai pu rencontrer, malgré toutes les difficultés que j'ai vues en Occident, j'ai toujours compris que c'était de l'opulence par rapport à ce qu'on peut vivre ici. D'accord? Sauf quand tu es de l'hyperclasse en Afrique, parce que l'hyperclasse en Afrique, la manière dont elle dépense, alors qu'on est dans des endroits où il y a certains endroits où il n'y a pas de route, tu les vois avec des 4x4 Cayenne, même avec des voitures parfois, 4x4 Cayenne, on les voit partout, mais que je ne vois pas en Europe. Ça fait cogiter aussi sur les causes de notre déclin. Les causes de notre déclin, c'est pas toujours l'autre. Surtout avec un pouvoir. On en discutait tout à l'heure, un pouvoir immensément plus grand ici que. Parce qu'il y a un rapport, le culte du chef aussi, le rapport au chef est différent en Afrique, ou dans les sociétés traditionnelles, que dans la société moderne. Donc, celui qui te dit, celui qui a le pouvoir, qui atteint cette sphère où il a le pouvoir, et qui te dit, tue, les gens vont tuer. Il y a un rapport mystique à ça, tu vois. Mais le problème, c'est que nos chefs aujourd'hui sont des gens, ils ont le bâton de chef, mais s'en servent mal. Ils sont des gens qui ont des mauvaises intentions pour beaucoup. C'est le vrai problème. Donc après, c'est pour ça que je dis qu'il est temps que, sans être dans un discours marxisant, parce que les choses sont plus complexes aussi que ça, puis Marx, ses idées sont intéressantes, mais il n'a pas vécu comme ce qu'il prônait, quand on creuse un petit peu, il est temps que le peuple devienne le messie de sa propre destinée. Je le crois véritablement. Je ne crois plus depuis très longtemps à cette histoire d'homme providentiel, et quand les jeunes ici viennent nous dire « Ah, Kébi, ceci, cela », je suis touché. Mais je leur dis toujours, le messie d'abord ta propre destinée, c'est toi-même. Au-delà du cadre religieux ou spirituel, chacun peut aller. C'est quelque chose. À quand un blanc qui nous dit la même chose à nous autres en Europe? Cela dit, on voit aujourd'hui ce phénomène que j'avais prévu et qui j'étais pas le seul à le prévoir, mais qui augmente de plus en plus. C'est ces vagues de migration massive qui traversent la Méditerranée, et pas que la Méditerranée, aussi ici pour aller ça sort. Mais aux Canaries, et puis de l'autre côté de la Turquie vers l'Europe. On voit ces masses de gens du Moyen-Orient, mais beaucoup d'Africains, qui, au péril de leur vie, clairement, mais aussi
au péril de rêves économiques, de rêves tout court, débarquent en Europe. Euh, Ça montre un certain échec. Échec Bien sûr. dont les causes sont, Bien sûr, multiples. sont Bien sûr. multiples. Mais ils sont en train d'aller vers un monde qui est en train de s'effondrer. Ils vont en subir aussi, Bien sûr. probablement Bien sûr. plus que d'autres. Bah, ils subissent plus que d'autres. Ils vont Quand subir plus que quand ils d'autres. se noient dans la mer, je veux dire que ce qu'ils subissent, il est direct, il Ouais. est concret. Et c'est peut-être ceux qui souffriront le moins, parce que Mhm. quand on voit les réseaux de prostitution, c'est Ouais. immonde. Mhm. Quand on voit les réseaux d'esclavage, Il y avait une sœur qui s'appelle Amélie Kobela, je crois, qui avait écrit un article sur les réseaux de prostitution africains Ouais. en Europe. Ça fait mal, ça fait non, mal à non, la tête. c'est Ça fait mal à la absolument immonde. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela? tête. Moi, je pense qu'il faut déjà, ça part de quelque chose de précis. On parle encore du sens des responsabilités des Africains eux-mêmes, de nous autres. Moi, je connais beaucoup de gens qui vivent des vies de galère en Occident et qui, lorsqu'ils viennent un mois au pays, durant l'année, ils viennent et ils jouent les Bruce Wayne. Ils dépensent, alors tous ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup Bruce Wayne, mais qui viennent, qui dépensent des liasses astronomiques en francs CFA, qui se payent des prostituées, tout ce que tu veux. C'est pas la solution. Parce que tu vends un mirage aux gens, tu fais croire que le pouvoir il est là-bas, donc les gens veulent aller voir là-bas, et quand ils sont là-bas, ils se rendent compte que le là-bas là, c'est l'enfer qui est C'est ici-bas. l'enfer. C'est l'enfer pour eux. Voilà. Donc vivre des prolos occidentaux aussi. Donc il y a une responsabilité collective, une responsabilité de nos élites qui doivent arrêter de singer des réflexions à porter de l'autre, en pensant que l'autre est toujours meilleur. Parce que l'imaginaire, en réalité, si on veut même conceptualiser, l'imaginaire est le monde le plus concret. Dans la manière dont tu développes des idées, dont tu développes une vision du monde, si la vision du monde, tu dis que l'autre là-bas est meilleur, et tu répètes ça des générations et des générations, ben les gens, quel que soit leur état, quel que soit leur budget, feront tout pour aller là-bas. C'est humain. Et puis, il ne faut pas oublier une chose à tous ces nationalistes qui parlent de rémigration. Ils ont ce mot-là à la bouche aujourd'hui. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pour le Back to Africa comme Marcus Garvey, mais je ne suis pas naïf. Je sais que la plupart même de mes partisans qui sont dans la diaspora aujourd'hui, et les autres qui sont sur le continent, mais ceux qui sont dans la diaspora, ne rentreront pas, sauf s'ils ont des opportunités pour rentrer. Et je vais être très clair. Avant qu'il y ait rémigration, il faut qu'il y ait rémigration aussi des richesses. On ne peut pas être dans une démarche avec l'aide des co-contractants oligarques africains qui passent des accords avec les oligarques occidentaux, et encore quand je dis occidentaux, apatrides qui vivent en Occident, pour être plus précis, et ceux qui doivent comprendre comprendront. S'il y a des accords pour que les matières premières soient pillées et que les matières premières transitent, eh bien il y a d'autres populations qui vont suivre ces matières premières qui transitent aussi. Donc s'il y a rémigration des matières premières, il y aura rémigration des populations. Les gens qui sont en France ne sont pas là parce qu'ils aiment la Tour Eiffel, pour beaucoup. Ils sont là parce que c'est plus simple pour eux de vivre là-bas, il y a plus de confort, et ils se disent que tout le monde a droit au confort, que dans des sociétés où ici c'est un sacrifice. Il faut être prêt aussi à dire la vérité. Les coupures d'électricité systématiques, les difficultés auxquelles on est confronté, les jours où parfois il n'y a pas d'eau, dans des pays où il fait super chaud, c'est les choses qu'on doit dire aussi. Donc c'est un combat quotidien. Et moi, je dis toujours que pour moi, les mamans que je vois, les sœurs, les frères que je vois, pour moi, c'est des résistants. Les gens que je vois dans la rue, c'est des résistants, ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est des grands résistants qui auraient des leçons à donner à beaucoup de gens. Donc, voilà, les premiers responsables de cette immigration-là, de cette émigration en Afrique, ou de cette immigration que vous vivez en Occident, c'est nous autres Africains, mais c'est aussi je ne parle même pas des bobos libertaires de France qui disent, ou d'Europe qui disent ouais, venez, c'est pour tout le monde, alors qu'ils savent très bien qu'ils vont vivre dans des conditions déplorables, mais c'est aussi les patriotes qui viennent, qui disent ouais, la migration, qui s'attaquent jamais à ceux qui sont les faiseurs de ça. À part dire c'est les socialistes qui ont fait ça, ou c'est l'UMP, ou c'est l'UMPS, mais vous ne dites pas qui sont derrière ça. Quand j'entends Marine Le Pen parler de l'immigrationnisme, de l'UMPS, etc., mais quand elle va se pointer en Israël, quand elle va se pointer, on peut en discuter aussi, on est en désaccord sur certains points dessus, on peut en parler, mais là n'est pas le souci. Tout le monde connaît mon avis dessus, et je connais le tien. Moi, je suis très tolérant, tu vois. Ouais, je sais. Moi aussi, mais aussi. Moins sur d'autres. Avec certains, je le reconnais. Parce qu'ils ont... Malgré mon nez. Ouais, d'ailleurs, il faudrait chercher. J'ai fait les analyses génétiques. Non, il y a l'appareil là, tu sais, qui mesure là. Non. Okay, bon, j'ai fait les tests. Moi, il n'y a pas de risque. Mais. Tu veux voir les bagues, les colliers en or. On plaisante. D'ailleurs, on est entouré ici
de frère de cousin de la communauté, Voilà, ça va très bien. Voilà, ça va très bien. S'ils Ça va- dépensent Voilà, beaucoup, bah, ça va c'est un pour hôtel ça- cher. Voilà, il vaut mieux que ça aille très bien parce que s'ils veulent voir un autre visage de moi, ils le verront. Mais plus sérieusement, pour pas Oui. qu'on se perde, qu'est-ce qu'on disait? Non, sur la rémigration, tu parles Voilà, la de Marine Le Pen. rémigration, quand Marine Le Pen se rapproche de la communauté organisée, se soumet à la communauté organisée, est prête à vendre son père, pour lequel j'ai pas non plus une estime énorme quand j'entends ce qu'il dit. C'est un résistant, il y a des choses, c'est un résistant pour son peuple, mais quand j'entends ce qu'il dit, il dit, j'ai encore entendu récemment, s'il y avait la bombe nucléaire en Afrique, il n'y aurait plus d'immigration, j'ai envie de l'insulter sa race, lui. Je te le dis franchement. Ouais, je Ouais, sais pas ce qu'il voilà. dit. Moi, Non, j'ai lu, je l'ai Ah vu, bon. moi je te le dis, c'est ce qu'il dit. Quand il dit, ah, Monseigneur Ebola, il y aurait pas. Moi, c'est des choses que je peux pas, tu vois, que je peux pas accepter. Après, il y a son humour. Si moi je fais le même humour par rapport au blanc, on va crier à l'hystérie anti-blanche, tu vois. Donc, Je pense qu'il a beaucoup d'humour en fait. Ouais, mais moi aussi. mais je le connais pas très bien. Mais je veux bien mais je voudrais que l'humour il soit pas géométrie variable. C'est juste ça. il doit aller Mais dans ça tous les n'empêche pas sens. que je trouve vomitif comment Marine se comporte vis-à-vis de son père. Quand on sait ce que son père a fait pour sa structure et que Marine vient de se coucher. Elle a perdu beaucoup de votes de la diaspora afro-descendante d'ailleurs, parce que pendant un temps il y avait des mouvements africains. J'ai jamais compris, moi, les mouvements Non. africains non plus qui soutenaient Marine Le Pen. J'ai jamais compris ça. Et ça aussi, c'est des choses qu'on doit dire. J'ai dit et je répète que si j'étais blanc, peut-être que j'aurais songé à voter Marine Le Pen. Moi je suis pas J'aurais français, jamais, donc, j'aurais donc jamais, ça va. j'aurais jamais voté Besancenot. non. J'aurais jamais voté Parti Socialiste. J'aurais jamais voté UMP. Non, J'aurais non. jamais voté qui que ce soit. Mais je me serais peut-être posé la question sur le vote patriotique. Mais étant africain, bien que l'ayant la nationalité française, jamais de la vie je voterai pour cette Marine Le Pen. Déjà, je vote pas en France, mais je voterai jamais pour ces gens-là. Ça, je tiens aussi à le préciser, comme ça les choses sont claires. Parce que et là, on dit, ouais, Kémy, en fait, Histoire, c'est un allié de l'extrême droite. Je suis un allié de personne, je suis un allié de moi-même. Je suis un allié de mes semblables. Et je suis un allié de ceux, quels qu'ils soient d'extrême gauche, qu'ils soient nationalistes, qui veulent que chaque peuple puisse, tout en se tenant la main, puisse résister à la pieuvre qui veut tous nous asphyxier. Mais pour l'instant, j'en vois très peu en Occident qui sont sous ce pendant-là. Je vois beaucoup de gens qui disent rémigration, mais qui ne sont pas prêts à ce qu'il y ait une rémigration des matières premières. Mais ces gens-là ne peuvent pas être mes amis. Il faut qu'ils le sachent aussi. Voilà. Et c'est pour ça que, voilà, je le dis clairement, j'ai strictement rien à faire avec la dissidence. Aujourd'hui, pour bon nombre de raisons, au-delà des folies de certains, quand j'entends, j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, que certains abrutis vont insulter, vont se moquer de la mort de Salim, parce qu'il a de la mort du fils de Salim. Moi j'entends ça, mais tu crois vraiment que je vais réagir comment? Ces gens-là me donnent la nausée, et ils sont en train de s'effondrer aujourd'hui, c'est une réalité, et je n'ai même pas besoin de les citer. Donc voilà, mais ils se reconnaîtront. Voilà. Pour conclure, d'abord je te remercie de toute cette franchise, cette passion et cette érudition. Non, mais on essaye d'analyser le monde comme on le veut. J'ai une dizaine d'années de plus que toi, c'est pas beaucoup, mais en même temps, tu as beaucoup de maturité et de cœur en plus. Donc ça, c'est toujours quelque chose d'appréciable. Pour conclure, justement, si tu avais un conseil à donner aux Européens qui nous écoutent, c'est vrai que mon public est plutôt, pas uniquement, mais il est plutôt européen, plutôt français d'ailleurs, mais pas seulement. Quel conseil tu nous donnerais par rapport à leur comportement, par rapport à leur préparation, par rapport à les rapports qu'ils peuvent avoir avec la diaspora afrodescendante, avec l'Afrique, avec ce qui fait l'état du monde aujourd'hui? Quel pourrait être leur message? Je sais que tu t'adresses rarement aux Blancs et aux Européens, et si c'était l'occasion Quand de ils le viennent dans faire, les conférences, ils entendent les messages comme tout le monde. Hein. bien sûr. Bon, à une époque, ils n'étaient pas autorisés à rentrer. Ah bon? Non, je suis. Écoute, je vais être très clair et synthétique là aussi dessus, parce que le temps passe et avion à prendre en plus, et toi-même, t'es fatigué après cette longue journée. Moi, j'ai du mal, Pierrot, je te le dis clairement, à me permettre de donner des conseils à d'autres populations que celles auxquelles j'appartiens. Je dis bien auxquelles j'appartiens, parce que j'appartiens à différentes populations. L'Afrique est multiple, le monde africain est multiple. La France, et les peuples européens, de manière générale, ils ont leur réalité. Pour moi, les peuples européens font partie de la famille humaine comme tout le monde. Ils n'ont pas besoin que je le dise pour qu'ils le sachent. Et je pense qu'il est nécessaire que chaque peuple ait en son sein des personnes qui puissent faire comprendre à leurs semblables
qu'on ne peut pas s'en sortir en pensant qu'on est meilleur que les autres. Moi, par exemple, aujourd'hui, je combats, même si à une certaine époque, j'ai fait partie. On salue les Allemands encore une fois. Voilà, je combats, ouais, mais je combats ceux qui Non, pensent grave qu'ils erreur sont, de l'époque. qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Ouais, Parce je que suis quand tu penses que tu es meilleur que les autres, ben, il y a un moment, la nature ou Dieu, peu importe le nom que tu veux lui donner, te rappellera que tu n'es rien face au Créateur. On est tous porteurs de quelque chose. Et l'humanité, elle est belle de sa diversité. absolument. Moi, je rêve, quand je voyage en Iran, je vois Ahmadinejad, j'ai les larmes aux yeux. Je vois la simplicité de cet homme. C'est quelqu'un qui se bat pour son peuple, mais qui n'a pas une vision qui est celle de se dire qu'il faut que son pays domine les autres. On peut discuter Ah longuement. ouais, non, c'est sûr. On peut discuter longuement après du schisme. Je crois que ça fait 2000 ans qu'ils n'ont pas fait de guerre. Voilà, je le dis, je répète, on peut discuter longuement du schisme. Je peux être d'accord sur certaines choses et ne pas être d'accord sur d'autres. J'étudie comme tout. Il y a beaucoup de choses qui me parlent dedans, mais je ne suis pas dans cette voie. Certains diront pour l'instant, hein, parce qu'on évolue tous. J'étudie. Mais la seule chose que je sais, c'est que ces gens-là sont dans une démarche d'éveil des peuples. Quand je discute avec les Vénézuéliens, les représentants, l'ambassadeur du Venezuela, j'entends sa réflexion, je vois ce qu'il dit sur sa réalité du monde. Moi, c'est ça que j'aurais souhaité voir aussi en Europe parmi certains. Mais Non. j'entends pas cette solidarité-là. Non. J'entends juste réimmigration, ceci, cela. Hein, et quand on sait l'histoire, on sait les tensions historiques, on sait les processus qu'il y a eu, même si c'était des élites avec d'autres élites. Et c'était les peuples qui morflaient. Esclavage, colonisation, c'était pas les peuples. Et les guerres mondiales, pareil. Les guerres mondiales, qui sont les guerres d'une minorité contre une minorité. Et après, il y a des répercussions sur tout le monde. Il y a des choses qu'on peut se poser comme question. Et moi, je dirais simplement que j'espère que il y aura en France des personnes qui se défendront pour leur peuple, qui se battront pour leur peuple, mais qui n'hésiteront pas à tendre la main aux autres peuples qui résistent. Et qui ne seront pas dans une dimension de domination. Parce que le véritable piège de l'Occident, le véritable piège de l'homme blanc, c'est qu'il a fini par croire à son propre mythe, qui est qu'il est meilleur que les autres. Alors que le monde dans lequel il vit, qu'il pense être le progrès, c'est la faillite de l'humanité. Et je le pense véritablement. C'est bien possible. Comme le disait d'ailleurs l'un de vos semblables, René Guénon, sur lequel on peut dire beaucoup de choses, Abdelwahid Yahya, la modernité, c'est l'âge sombre. C'est le Kali Yuga qui Kali s'annonce. Yuga, exactement, de l'humanité. Tant qu'on ne comprend pas ça, tant qu'on s'évertue, certains disent, ah oui, mais l'homme blanc, il a créé ceci, il a créé cela, ok. Bon, t'as une Ouais, parce que perception. ça, courir après ça, c'est pas la vie, quoi. Voilà, c'est pas la vie. Puis d'ailleurs, quand on sait ce que ça provoque d'ailleurs au Congo, au Kivu, etc., on sait que tout est lié. Nous ne sommes pas dans l'hypocrisie, on utilise tout ça. Mais il faut qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on se remette tous en question. Pas que les Occidentaux. Moi, je suis pas dans les histoires de complexes de culpabilité. J'ai dépassé ce cadre de ouais, il est raciste, il n'est pas raciste. Tu m'aimes pas, je t'aimerais encore moins. Ça, les choses sont claires. Mais je pense qu'on veut tous défendre les siens d'abord. Et pas, si possible les autres, quand on en a la possibilité, parce que c'est un privilège aussi parfois de pouvoir défendre tout le monde. Oui. Mais le plus important, c'est qu'on puisse déjà contribuer à défendre ne serait-ce qu'un aspect de l'humanité, en défendant celui-ci, non pas contre les autres, mais pour lui-même. On donne des signes aux autres. Et moi, c'est ce que je veux. Je ne défends pas l'Afrique contre les autres. Je défends l'Afrique pour elle-même, en me disant que si nous autres qui sommes les derniers de l'humanité à l'heure actuelle sur bon nombre de points, sur terrain pour en discuter, pas sur le terrain des valeurs intrinsèques, traditionnelles, parce que là je dirais qu'on fait partie des premiers. Mais sur bon nombre d'aspects, le jour où on s'élève, c'est l'humanité qui s'élève. Parce que quand le sol s'élève, c'est le gratte-ciel qui s'élève aussi. Et je suis dans cette dimension-là et j'espère que, écoute, ton public, qui encore une fois est très différent du mien en effet, comprendra ce que je dis. J'ai remarqué, les rares fois où j'ai regardé, que parfois, parmi ton public, les gens ne comprenaient pas. Il y a toujours, ouais, mais lui c'est un racialiste, ouais, mais lui c'est un suprémaciste, etc. Bah écoutez les gars, croyez ce que vous voulez, mais pensez que l'Africain peut penser être suprémaciste aujourd'hui, quand on voit les conditions dans lesquelles on vit, ça serait Mamadou au pays des merveilles. Et c'est pas la dimension dans laquelle on vit. Que qui que ce soit puisse penser être suprémaciste me dépasse. Voilà. En tout cas, en tant que blanc, en tant qu'Européen, que Suisse, et surtout en tant qu'ami. Moi, je te remercie d'abord de ces propos. Je te remercie de l'hospitalité ici à Dakar et en Afrique. Et moi aussi, je te tends la main et je te souhaite
beaucoup de symbole. réussite Et ça, dans c'est tes, pas Benetton. Hein. C'est pas Benetton, je te c'est souhaite beaucoup notre alliance. de succès dans tout ce que tu Merci. fais, dans les nombreuses initiatives. Il y en a Merci. plein. On a rencontré des gens qui ont des initiatives. J'en interviewerai peut-être d'autres dans d'autres vidéos autour de ce voyage. Il y a beaucoup de choses qui se font. Si parmi les gens qui nous écoutent et que vous voulez contribuer, je sais qu'il y a des gens qui donnent de l'argent, à mon avis, il y a mieux que l'argent à donner, mais enfin, s'il y a des gens qui aiment donner de l'argent dans des causes, allez voir ton site kemiseba.com. J'ai même pas mis la rubrique don, mais il faut que j'y songe parce qu'on a, on a aussi besoin de soutien. Au-delà du don, tu connais aussi des ONG, des vrais. Exactement, des vraies organisations, des vraies associations qui font vraiment du boulot où l'argent ne part pas dans les 4x4 des cadres, mais vraiment dans le travail pour faire pour creuser des puits, pas pour faire des vaccins nécessairement. Il y a du travail à faire, donc kemiseba.com et vraiment je tends la main, comme je tends la main à tout le monde, y compris des gens qui sont peut-être pas en sainteté chez toi, mais c'est aussi partie de comme lesquels comme en Israël, comme les Israéliens, où la diaspora juive à travers le monde. Moi, je dialogue avec tout le monde, mais en fait, je sais que tu es capable de dialoguer avec tout le monde, y compris avec eux, si nécessaire, si eux-mêmes faisaient le... Objectivement, ça dépend lesquels. Je reconnais que j'ai mes limites aussi, oui, mais bah ça, on a tous nos limites, c'est sûr. j'ai clairement mes limites, voilà. Mais là où on se rejoint, c'est que parler avec tout le monde, ami comme ennemi, permet de comprendre l'autre. Comprendre ne veut pas dire l'aimer. Mais ça, en même temps, je dis ça comme ça, c'est pas mon combat. Moi, c'est ni des gens que j'attaque, ni des gens que je défends. Donc, ils sont assez bons comme ça, en général, pour se défendre. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et puis, encore une fois, à très bientôt. Et peut-être notre prochaine initiative, c'est de faire une conférence ensemble. Mais c'est ce qu'on va faire, si on aura plus de temps. Il faut préciser que c'est resté la à peine Suisse, 2 jours. Enfin, arrête d'être débile et te laisse venir. Écoute, si tu gères ça, je sais pas si j'ai le bras assez long, mais on va essayer. On va voir. S'il est aussi long que ton nez, on a gagné. Ah, c'est pas mon nez ce qui est le plus long chez moi. Je ne me prononce pas sur ça. À très bientôt.